Alors précédemment, nous avons vu ensemble un certain nombre de domaines et il y a un domaine dont je n'ai pas spécialement parlé qui est le domaine marketing et communication. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe du domaine à des exemples concrets. Voilà, donc je vais prendre des exemples concrets qui sont autour de ce domaine marketing et communication, autour de l'Internet des objets. Ce n'est absolument pas des domaines, enfin des exemples qui sont exhaustifs et on pourrait trouver des exemples dans chaque domaine, mais voilà, c'en est un que j'ai regardé en particulier. Alors on va voir qu'il y a des exemples qui sont très variés et des exemples sur lesquels vous allez retrouver des liens avec des choses dont on a parlé précédemment. Bien entendu, c'est normal. Alors je vous prends cet exemple qui est un exemple de disque vinyle connecté qui est fait par la société Yes It Is et pour la société Revive, qui donc fait des vinyles et qui, en fait, a intégré quelque chose de très simple à l'intérieur de ce vinyle. Il a intégré une puce NFC. Alors, c'est toujours assez discutable de se dire est-ce que ce vinyle est réellement connecté? Parce qu'en fait, il n'est pas connecté, en fait, il est identifié grâce à la puce NFC, mais on va dire que le périmètre de l'Internet des objets étant pas forcément très bien défini, on peut parfois intégrer de l'identification dans le monde de l'IoT à partir du moment où derrière on arrive à transformer finalement cet objet-là, en faire quelque chose de différent grâce à cette connectivité-là. Si le simple but, c'est de l'identifier pour, par exemple, le facturer, je dirais, c'est ce qui existe avec des codes barres depuis des années, c'est ce qui se passe avec des RFID depuis très longtemps dans les magasins pour les passer en caisse. Donc, il n'y a rien vraiment de nouveau, il n'y a rien vraiment de connecté dans cette histoire. Mais là, sur cet exemple-là, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que l'on peut avoir créé un service différent. Alors, ce service-là consiste d'une part à créer du contenu additionnel en plus du disque et du contenu additionnel qui va être du contenu numérique, donc qui va permettre d'intégrer de la vidéo et des choses avec un volume de données bien plus important que ce qu'un vinyle pourrait supporter. Ce qui est intéressant, c'est de constater que le vinyle, qui est un objet ancien, qui est revenu à la mode, mais qui est un objet d'une période où l'informatique n'était pas encore existante, peut tout à fait trouver sa place aussi dans un monde connecté grâce à ce petit add-on supplémentaire. Alors, cet add-on supplémentaire, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Parce qu'honnêtement, je ne connais pas forcément les détails du service qui est derrière, mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter si on réfléchit bien à ça? Eh bien, on peut se dire que dans un monde moderne où les gens ont envie d'écouter leur musique en mobilité, et donc plutôt s'intéresser à des musiques au format MP3 ou équivalente, l'achat du vinyle, en fait, peut être perçu comme un deuxième achat. Et l'achat du vinyle intéresse malgré tout, parce que c'est un bel objet. Mais on aimerait éviter d'acheter deux fois la musique, une fois pour l'avoir en mobilité, une fois pour l'avoir chez soi. Donc finalement, grâce au vinyle, de prouver le fait que l'on possède l'objet, c'est aussi la possibilité d'accéder à un droit que nous avons tous, qui s'appelle le droit à la copie privée, et qui donc autorise à faire une duplication de son objet pour pouvoir l'utiliser dans d'autres conditions, ou pouvoir le sauvegarder aussi, le cas échéant. Donc, le fait d'avoir cette fonction-là permet d'activer cet accès à cette même musique de façon mobile, donc ça peut être un premier élément. Le deuxième élément, c'est d'avoir un contenu autre sur le groupe, peut-être les paroles de chansons, peut-être les partitions, peut-être un clip de la chanson, voilà, d'y accéder simplement. Mais au-delà de tout ça, c'est une façon de faire un lien beaucoup plus direct entre le consommateur et le groupe musical ou la maison de disques. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, un groupe de musique n'a pas vraiment de contact direct avec les gens qui l'écoutent. Il existe peut-être encore un peu les fan clubs, il y a les pages sur Internet, il y a un certain nombre de choses qui permettent d'avoir le contact avec les groupes de musique, mais il n'y a pas forcément un contact individuel facilité. Or là, finalement, le fait d'appairer le disque avec une application permet d'enregistrer tous les clients, tous les consommateurs qui suivent ce groupe-là, puisqu'ils ont tous un intérêt à connecter leur disque à l'application, puisque c'est sans doute la raison pour laquelle ils l'ont acheté. Et ils accèdent à un contenu plus intéressant. Et donc le fait d'avoir ce lien et ce contact direct avec le consommateur permet de faire une CRM qui va être intéressante. Les applications étant sur des smartphones qui eux-mêmes sont localisés, eh bien, vous pouvez par exemple envoyer
une sollicitation pour un concert, de façon à remplir le concert le plus rapidement possible. Vous pouvez prévenir, bien sûr, les consommateurs de la sortie d'un nouvel album. Vous pouvez leur faire une exclusivité. Vous pouvez leur proposer d'acheter le nouveau t-shirt à l'effigie du groupe. Voilà. Vous voyez, vous pouvez avoir toute une relation qui est différente entre le consommateur et l'utilisateur par le simple ajout de cette puce NFC dans le produit qui permet derrière de déclencher un service à valeur ajoutée installé dans l'application. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant et ça a un coût de production très faible, puisque là, on est en train de parler de quelques centimes, quelques dizaines de centimes pour intégrer cette technologie dans un produit qui est déjà existant. Et vous voyez que la technologie est toute petite, puisqu'elle s'intègre dans un disque vinyle sans changer le format de ce disque-là. Alors un autre exemple assez intéressant, c'est le Dash Button. Donc je ne sais pas si vous connaissez le Dash Button d'Amazon. Alors c'est quelque chose qui a été retiré récemment de la commercialisation. Je vais vous expliquer, à mon avis, les raisons pour lesquelles c'était retiré et puis pourquoi il est intéressant et pourquoi ça va revenir. L'idée du Dash Button est de dire que quand vous avez terminé, par exemple, votre pack de Red Bull, pour prendre ce qui est affiché ici, ou votre lessive Gain pour ce qui est ici, ou vos sacs Ziploc, eh bien, plutôt que de les mettre sur une liste et puis de penser plus ou moins à renouveler la prochaine fois que vous ferez vos courses, en fait, par un simple appui sur le bouton du Dash Button à l'effigie de la marque qui vous intéresse, vous allez créer une commande directement chez Amazon de ce produit-là. Et donc, avec la promesse d'Amazon qui est de vous livrer en 4 heures, 8 heures ou 24 heures, vous aurez le renouvellement de votre produit qui va arriver dans cet horizon-là. Donc, finalement, ça simplifie le réapprovisionnement. C'est une façon plus rapide de faire des courses. Et pour la marque et pour Amazon, c'est un élément de fidélisation très important. Car quand vous êtes en train de vous promener dans un rayon, vous pouvez être attiré par la promotion. Alors que quand vous êtes face à votre bouton à la maison, vous appuyez sur le bouton et vous récupérez le même produit aux conditions du jour, qui ne sont pas forcément les plus intéressantes. Et vous êtes sûr de passer par Amazon, puisque la commande se fait automatiquement sur Amazon. Donc, le distributeur est fidélisé, la marque est fidélisée, et globalement, c'est intéressant. Donc, l'idée du Dash Button était de dire que le bouton était globalement payé par la marque. Je crois qu'il y avait une petite participation des gens pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi avec, mais on va dire c'est fait par la marque. Et le modèle est sur la fidélisation du client et donc l'augmentation du chiffre d'affaires par client. Ce système-là était, d'un point de vue marketing, très intéressant. Par contre, il a des limites technologiques importantes. C'est un produit qui a été dans les premiers à être sorti. Donc, c'est un produit qui est vieux maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est un produit qui était très innovant au départ. Et c'est un produit qui fonctionne en Bluetooth avec un appairage avec le téléphone du consommateur. Et c'est là qu'en fait, on a un gros problème et que ces solutions sont très limitées. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est fixe, installé dans un sous-sol ou à côté du frigo, qui doit être en communication avec un téléphone qui, lui, est mobile, donc se connecte à cet objet de façon régulière ou irrégulière, qui peut-être n'est pas à côté parce que vous l'avez posé à l'entrée de votre maison et vous ne l'avez pas sur vous. Et donc, créer une certaine frustration puisque vous pouvez appuyer sur le bouton et ne pas recevoir votre commande, tout simplement parce que la connectivité ne fonctionnait pas. Je ne vous parle pas des problèmes de réinstallation de logiciels, de réappairage et de la complexité du support que j'ai déjà évoqué quand on est sur des solutions B2C avec du Bluetooth. Je pense, à mon sens, que pour ces raisons-là, principalement raisons techniques, le produit a été arrêté par Amazon et je vois très bien dans Amazon et son déploiement du réseau Sidewalk la résurgence de ce genre de cas d'application. Pourquoi? Tout simplement parce que le réseau Sidewalk est un réseau qui est un réseau attaché à la maison, qui permet de répondre exactement à la problématique dont ce type d'objet a besoin, et ce, de façon totalement, technologiquement transparente pour l'utilisateur et sans couture. C'est-à-dire que l'objet va se mettre en relation avec un sidewall qui est un environnement maîtrisé en termes de version, d'électronique, de communication, ainsi de suite, qui sont des événements qui sont fixes et sur lesquels il n'y aura pas problème de distance, de perte de connectivité, et qui vont permettre à l'utilisateur, finalement, puisque Amazon possède toutes les informations de connexion à votre Amazon Echo et à son réseau Sidewalk, vous permettre, vous, de recevoir cet objet, de le fixer chez vous, d'avoir aucun paramétrage à faire et d'avoir celui-ci qui est fonctionnel et dans la durée. Et donc, je pense que ces solutions vont revenir assez rapidement grâce à ça. Alors,
on peut faire aussi ce genre de choses, d'Amazon Dash Button, sans utiliser de technologie Bluetooth, de façon complètement autonome, en utilisant de la connectivité type Sigfox. Et on peut faire des actions CRM très intéressantes avec ça. Si on prend par exemple le cas de Rover, alors il faut regarder l'image, c'est pas toujours évident à voir parce que c'est l'image qui est en fond. En fait, l'idée avec Rover, c'est que Rover a envoyé une publicité connectée, c'est-à-dire une petite boîte. Et vous voyez, elle est présente sur la photo en fond, cette petite boîte, en dessous de la voiture. Et dans cette petite boîte, vous voyez qu'il y a un bouton de démarrage Start-Stop, en fait le même que celui que vous trouvez dans le véhicule. Et l'idée était de dire aux consommateurs qui ont reçu cette publicité, voici le nouveau modèle de la voiture, si vous êtes intéressé par l'essayer, appuyez sur le bouton. C'est une campagne qui a été envoyée à 5000 consommateurs, donc sans doute clients ou prospects de la marque Rover. Et le taux de clic, donc le taux de prise de rendez-vous pour essayer le véhicule, a été, avec ce moyen marketing, de 48%. En sachant que, habituellement, sur une campagne marketing classique, le taux d'engagement, le taux de réponse est de 5%. Donc vous voyez que l'utilisation d'une solution connectée a permis de passer finalement de 250 consommateurs qui auraient rappelé pour faire un essai à 2400 consommateurs qui ont appelé pour faire un essai. J'imagine que dans le métier, on sait que globalement, le taux de transformation après qu'une personne ait essayé une voiture est d'un certain pourcentage, admettons 1%, allez, prenons 1%. Vous voyez que dans un cas, on aurait vendu 2,5 véhicules, alors que dans l'autre cas, eh bien, on est en train de parler d'une cinquantaine de véhicules, enfin, d'une 25 véhicules vendus, en prenant mon taux de conversion de 1% là-dessus. Donc on a un facteur d'échelle qui est relativement important, qui justifie totalement l'investissement, car une telle publicité connectée, alors celle de Rover a coûté un peu cher pour deux raisons. Déjà, elle employait des technologies Sigfox qui n'étaient pas à l'époque des technologies ultra low cost, et par ailleurs, vous voyez un investissement dans le design qui est relativement important, qui a été fait. Mais sachez que ce type de communication marketing est aujourd'hui accessible aux technologies ultra low cost et peut donc représenter un coût technologique par expédition autour de 1 $. Donc on est en train de parler d'un investissement publicitaire entre 5 000 et 10 000 euros qui permettrait de conduire à la prise de contact dans cet exemple-là de 2400 personnes qui ensuite se convertiraient en l'achat d'un certain nombre de véhicules. Si mon chiffre de 1% est vrai, je n'en sais rien, conduirait à 24 véhicules. J'ose imaginer que la rentabilité de cette action est relativement intéressante par rapport à un système classique. Voilà. Alors, on peut se poser tout un tas de questions autour de ces systèmes-là. C'est des objets connectés qu'on envoie chez les gens qui vont finir à la poubelle. On peut avoir des impacts écologiques qui sont importants. Il y a plein de questions à se poser. Ce n'est pas les débats dans lesquels je veux rentrer au travers de cette formation. L'objectif, c'est surtout de vous expliquer globalement tout ce qu'il est possible de faire. D'autres cas intéressants, Louis Vuitton, donc fabricant de bagagerie, entre autres, de bagagerie de luxe, qui, dans ses bagages, intègre ou propose d'intégrer des solutions qui permettent de faire du tracking du bagage. L'objectif étant de répondre à une problématique importante lors du transport, qui est la perte de la valise. J'imagine que quand on a une valise Louis Vuitton, on a aussi on voyage déjà assez souvent en général, et on a en plus dedans des habits qui représentent une certaine valeur aussi. Et donc, par conséquent, la perte de la valise, en plus d'être sacrément ennuyeuse, représente un coût important. Et donc là, Louis Vuitton intègre un tracker qui va permettre finalement d'aider, d'assister les compagnies aériennes à retrouver ce bagage qui peut-être n'est pas descendu au bon aéroport ou peut-être a pris le mauvais avion. Il y a tout un tas de cas différents qui peuvent arriver. Alors là, on est aussi dans un positionnement d'image pour Louis Vuitton, qui a une image historique, une image de produit de qualité, mais qui n'a pas forcément une image d'un produit moderne, d'un produit connecté, et qui, au travers de ces solutions-là, va communiquer sur une image plus moderne, tout en apportant un service nouveau, innovant à ses clients et intégré au système.
très clairement, de ce que j'ai pu voir, on va dire qu'il y a eu plus de communication que de volume sur ce produit-là. Donc je dirais que pour eux, c'est avant tout l'image qui était importante, mais vous voyez que la connectivité est aussi un facteur d'amélioration de l'image pour l'entreprise qui va se diriger par là. Alors, on a parlé aussi de protection de la marque, on a parlé de contrefaçon. Si vous regardez les différentes images que j'ai mis ici autour de Lego, vous voyez les choses qui se ressemblent beaucoup, mais vous voyez différentes marques. En haut, par exemple, vous avez le Lego Boost, et puis à côté, vous avez le Aimubot, voilà, qui ressemble beaucoup au Lego Boost, mais qui n'est pas de Lego. Et puis en bas, si vous regardez à gauche, vous voyez un vaisseau Star Wars, Lego. Et puis vous voyez en dessous 3 autres vaisseaux Star Wars qui en fait sont des copies conformes, mais produites par des marques, d'autres marques que vous pouvez trouver en Asie. Et la différence, c'est que les marques asiatiques sont à peu près à 30% du prix de la marque Lego pour quelque chose d'assez similaire. Alors ça, c'est une grosse concurrence aujourd'hui pour Lego qui sans doute doit relever de la contrefaçon, mais là je ne m'engagerai pas là-dedans parce que c'est pas mon métier que de savoir s'il en est ou s'il n'en est pas, mais en tout cas ça se ressemble énormément. Et pourquoi je vous ai mis en premier lieu ce Lego Boost? Parce qu'autant sur les Lego Star Wars que vous avez en bas, eh bien finalement pour le consommateur, il n'y a pas vraiment de différence dans les différentes versions que vous pouvez trouver. Autant pour cette partie Lego Boost, vous avez une différence significative. Alors ça ne se voit pas très bien parce que c'est sous le texte de mon slide, mais du côté Lego Boost, vous voyez qu'on voit une tablette, et sur cette tablette, en fait, on a vraiment la possibilité d'écrire un programme pour le Lego et de vraiment faire de ça un robot. Et sur l'Aimubot, vous voyez qu'on a une application mobile qui permet de faire de la télécommande de ce Lego-là. Alors en termes de fonctionnalité, on a vraiment en fait une différence, même si les briques sont globalement semblables, en fait les fonctionnalités sont très différentes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne sera pas possible pour celui qui fait la copie du Lego Boost d'utiliser l'application qui a été développée par Lego pour son Lego Boost. Il va donc devoir, en plus de débloquer, de créer des briques et un assemblage, il va devoir aussi créer une application mobile qui va avec. Alors ça représente des coûts qui sont plus importants, donc ça représente une certaine limitation d'entrée, mais surtout, ça fait une différence fondamentale. C'est que si vous achetez à vos enfants le Star Wars qui est en bas, il ne verra pas la différence avec l'original Lego et croira que vous lui avez acheté un original Lego d'une certaine façon. Par contre, si vous lui achetez la Imubot plutôt que le Lego Boost qu'il avait commandé, là il verra la différence. Car les fonctionnalités et l'application vont être différentes. Peut-être que l'application que vous allez avoir et qui vient de ce fournisseur à bas coût n'aura pas la traduction dans la langue française, par exemple, ce qui posera un sérieux problème pour votre enfant. La jouabilité sera sans doute différente aussi. Et donc pour la marque, Lego, le fait d'avoir une solution connectée sur ce Lego Boost eh bien, permet de s'assurer que le consommateur fasse bien la différence entre l'original et la copie. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui est aussi très important, c'est que s'il s'avérait qu'il y avait une contrefaçon entre les deux Lego que vous avez en haut, eh bien, un tribunal pourrait décider qu'il y a une contrefaçon et un tribunal pourrait punir d'une certaine façon la société Aimbot qui fabrique cette copie. Alors, punir une société qui est à l'étranger, qui reste dans des pays qui peut-être ne respectent pas tout à fait les droits internationaux en matière commerciale, ça peut être très compliqué. Par contre, si vous avez un jugement qui a puni cette société, il sera assez facile de contacter Apple et de contacter Google et de demander l'interdiction de l'application qui contrefait votre solution. Et à partir du moment où vous obtenez gain sur le retrait de cette application, ce qui devrait logiquement se faire puisque Google et Apple, eux, respectent les décisions commerciales internationales, eh bien, à partir du moment où cette application Aimibot n'a plus d'application sur le store, dans ce cas-là, vous n'avez plus que des briques de Lego, enfin de pseudo-Lego, vous n'avez plus la partie connectée et toute la valeur du produit a disparu.
Donc vous voyez que l'utilisation d'une solution connectée dans un produit, dans un jouet comme celui-ci, permet d'avoir non seulement des leviers qui permettent de distinguer l'original de la copie, mais permet aussi d'avoir des leviers auprès d'entreprises internationales qui sont des points centraux dans l'utilisation des solutions connectées. Et ces leviers permettent donc de couper finalement l'accès pour ces entreprises qui feraient de la contrefaçon à la réalisation, à la distribution de leurs logiciels, et donc permet d'arrêter finalement cette contrefaçon. Voilà, donc il y a toute cette logique-là que j'avais un peu évoquée pour la coutellerie, qui est assez intéressante à prendre en compte dans le fait d'ajouter de la connectivité. Et donc, quelque part, je dirais, ces éléments-là permettent à une société comme Lego de garder un pas d'avance sur ses compétiteurs, d'avoir des produits à valeur ajoutée qui les différencient et permet de conserver la valeur de cette marque, même s'ils sont chahutés par des gens qui reproduisent ce qu'ils ont fait et le vendent moins cher. Voilà. Le contact tracing a été aussi un élément assez intéressant, un cas d'usage assez intéressant. Alors, derrière le contact tracing, on peut penser à l'application, par exemple, Stop Covid, hein, dans le cadre de la pandémie. Alors, c'est très intéressant, hein, cette application Stop Covid. Si vous regardez ses statistiques, c'est quand même un sacré échec technologique. Alors, qui était couru d'avance, hein, si vous êtes dans le monde de l'IoT, en particulier si vous êtes dans le monde du Bluetooth avec des téléphones mobiles, dès que la solution française a été annoncée, vous saviez que ça ne fonctionnerait pas. C'est juste pas possible, tout simplement parce que la diversité des operating systems, la velléité de chaque téléphone à passer en basse consommation d'énergie, le non-respect, entre autres dans le monde Android, des normes, des standards de développement sur la connectivité Android, fait que globalement, il est pratiquement impossible d'avoir ce système de beacon et de réveil des applications pour regarder s'il y a d'autres téléphones autour qui sont actuellement visibles. Donc c'est un truc qui technologiquement ne pouvait pas fonctionner, et quand on le regarde, c'est assez rigolo de voir que par rapport au nombre de personnes qui ont installé l'application, ne serait-ce que les gens qui ont déclaré avoir été malades est infinitésimal par rapport au pourcentage de personnes qui ont l'application et qui auraient pu le déclarer. Bon, bref, je passe sur l'échec complet de cette solution-là, qui technologiquement n'est pas insoluble, c'est-à-dire que le choix finalement des autres pays de faire confiance à Google et à Apple pour gérer la couche basse de communication est juste une nécessité, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent intégrer dans leur système d'exploitation les éléments qui vont s'assurer que ça fonctionne. Voilà. Sinon, tout est fait dans le système d'exploitation pour que ça ne fonctionne pas, puisque je dirais même, dans le fond, tout ce qu'ont fait Google et Apple pendant des années, c'est faire en sorte qu'on ne puisse pas faire de contact tracing. Parce que d'un point de vue données personnelles, c'est un réel problème si on peut faire du contact tracing. Donc l'objectif, c'est d'éviter d'en faire jusque-là. Donc il n'y a qu'eux qui peuvent réactiver des fonctionnalités qui permettent, dans certains cas choisis par l'utilisateur, de faire du contact tracing. Voilà. Donc ça peut être fait, mais maintenant il y a aussi quand même une autre problématique, c'est que quand on parle de solutions qui sont intégrées au système d'exploitation, il faut qu'il y ait une mise à jour de système d'exploitation pour le prendre en compte. Et là, la mise à jour des systèmes d'exploitation sur les mobiles, hormis dans le monde Apple où elle est quand même assez, où les gens la font de façon régulière, mais dans le monde Android, c'est très rare qu'il y ait une mise à jour de système d'exploitation. Et donc, par conséquent, si vous voulez faire du contact tracing avec des téléphones, vous êtes assez vite coincé. Alors, cette question du contact tracing, elle peut se faire avec des objets qui sont indépendants, et ce sera beaucoup plus simple. Et alors, il y a des choses, par exemple, qui avaient été étudiées, qui n'ont pas été mises en place, mais qui ont été étudiées avec Sigfox, par exemple, pour aller faire un contact tracing qui soit donc avec un système autonome spécialisé pour cette solution-là, et une remontée de l'information par des réseaux basse consommation d'énergie, mais qui aussi assurent un bon niveau de protection de la vie personnelle, en évitant d'être associé avec un téléphone portable qui lui-même n'est pas associé avec une IP avec votre nom et votre email, mais voilà, avoir un système qui est un système d'identification indépendant du système classique et qui vous assure une certaine sécurité. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, ça va voir qu'il y a des solutions qui existeraient grâce aux solutions IoT et que ça peut être différent.
Bon, d'autres cas d'usage de données qui viennent d'objets connectés au sens large, sur du comptage par exemple, compter les personnes. Donc compter les personnes, ça se fait aujourd'hui dans les manifestations ou pour les embouteillages que nous verrons tout à l'heure, par la collecte de métadata. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on va regarder, donc là on ne va pas utiliser des objets connectés qu'on va mettre sur les gens, mais les objets connectés en question sont les téléphones mobiles. Et ce que l'on va regarder, en fait, c'est la densité de téléphones mobiles qui est connecté sur une même antenne et le déplacement de cette vague finalement d'antenne en antenne. Et ça va nous donner une idée finalement assez précise du nombre de téléphones mobiles qui ont manifesté. Et après, en général, il va y avoir une règle pour dire qu'il y avait tant de téléphones par manifestant à ce moment-là. Alors c'est aussi utilisé pour identifier les embouteillages. De la même façon, si l'on a sur une antenne une densité plus importante de téléphones, si ces téléphones ne changent pas vite d'antenne, c'est qu'a priori, ils sont dans des véhicules qui sont immobilisés, donc potentiellement, il y a des bouchons sur ces zones-là. Alors, il y a différentes façons, hein, bien sûr, de calculer ces informations-là. Les téléphones ne sont pas la seule façon utilisée, mais vous voyez que c'est une façon qui peut être assez efficace. Alors, je vous parle de ces éléments-là, entre autres, pour que vous voyez que une métadata, qui est collectée pour des raisons opérationnelles de gestion d'un réseau de téléphonie mobile, peut être une donnée qui est exploitée et qui a beaucoup de valeur sur un domaine qui n'a absolument rien à voir, puisque finalement, de l'information technique qu'un téléphone s'est connecté sur une antenne, une fois massifiée, on en déduit un risque de bouchon. Éventuellement, on peut anticiper aussi le risque de bouchon et avoir des modèles comme ça qui permettent de gérer correctement la mobilité d'une smart city. Alors, si on remonte à ces données de métadata de localisation, alors là, on est dans des données plus précises, et c'est des données, par exemple, Google, qui vous permettent de voir l'affluence d'un magasin, d'un musée, sa fréquentation. Donc ça, c'est des données qui vont être récoltées à partir des données de chaque personne qui, avec son téléphone Android ou iPhone ayant un Google Maps, va rentrer dans ce magasin ou dans ce musée. Le système va pouvoir enregistrer cette présence de ce téléphone dans ce magasin et donc va pouvoir ensuite déterminer en fonction de la date, en fonction de l'heure, une fréquentation de ce lieu et vous apporter une information. Ça, c'est un exemple typique du volume de données que peut récupérer Google en traçant finalement chacun des utilisateurs de ces applications ou de ces téléphones et en enregistrant ces informations dans les bases. Vous n'avez pas la possibilité d'acheter auprès de Google l'information brute, c'est-à-dire que si vous voulez demander les informations de déplacement de Monsieur X ou d'une cohorte particulière, il y a peu de chances que Google vous les fournisse. Par contre, de ces informations-là, ils vont sortir des données qui sont plus raffinés, donc des indicateurs à valeur ajoutée. Et ces indicateurs à valeur ajoutée, pour certains, là, ils vont les mettre à disposition plus ou moins gratuitement, mais ce qui va vous inciter à venir sur leur système pour avoir cette info quand vous cherchez quelque chose. Ou alors, ils vont pouvoir la commercialiser au travers d'API que vous allez pouvoir requêter et où vous allez payer à chaque appel que vous allez faire. Voilà un autre exemple de données qui sont utilisées. Alors bon, là, c'est un autre exemple qui me semble assez clé, que j'aime bien utiliser, même s'il n'y a pas forcément d'éléments très précis derrière, enfin de use case très précis derrière. Je pense que dans le contrôle de la pollution, l'Internet des objets est un moyen de non seulement multiplier les capteurs, c'est-à-dire avoir plutôt par ville quelques centaines de capteurs plutôt que 3 grosses stations, donc une centaine de capteurs beaucoup plus légers, et de pouvoir les connecter tous les uns avec les autres de façon à avoir des modèles de prédiction de pollution à une échelle d'un pays ou à une échelle internationale, et donc derrière d'avoir des actions sur la production de polluants de façon à les réduire au moment où ça pourrait poser des problèmes, ou en tout cas le piloter ou mesurer cette production et s'assurer qu'elle soit bien conforme à la réglementation ou aux prédictions qui étaient prévues.